Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce pour cette actualité crypto numéro 18. Donc comme d'habitude, nous allons parler du VeChain, de l'application VV, de Ecomi et du token OMI derrière. Et puis nous passerons également à Ripple et au XRP. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations encore une fois à vous communiquer sur ces trois projets-là. Et puis je parlerai également d'un nouveau projet que m'a transmis très généreusement, donc Terrien en détresse. Donc petite dédicace spéciale pour toi, Terrien en détresse. Je te remercie, eh bien pour moi, mais également pour le fait que je vais pouvoir partager à tout le monde, eh bien cette information. C'est le nouveau projet. Alors peut-être qu'il y en a qui le connaissent très bien. Moi, je ne le connaissais pas vraiment. Donc je te remercie vraiment pour cette découverte. C'est le UOS de Ultra. Et il y a également, très intéressant, d'informations sur ce projet-là qui vont arriver d'ici le 25 avril. Et vous allez voir comment et pourquoi je trouve que c'est plutôt pas mal comme projet. On va voir. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin, eh bien moi, je vous invite à voir mon trailer. Alors, c'est parti. On va commencer par le VeChain. Comme d'habitude, là, je suis sur le tweet officiel de la fondation VeChain. Et regardez, donc, première information du 5 avril 2023. Donc, c'est frais, les amis, comme mon poisson. Eh bien, voilà, regardez. Donc là, ils disent quoi, le VeChain? Ils disent qu'ils veulent, en fait, enlever pour toutes les organisations, pour toutes eh bien, les entreprises du Web3 qui utiliseraient la blockchain VeChain, la possibilité eh bien, de faire payer les frais de gaz pour leurs utilisateurs. Donc, ça veut dire que là, ils ont implémenté ça carrément dans leur, vous savez, le wallet que je vous ai présenté récemment, enfin, dans mes dernières actualités crypto, le wallet qu'ils appellent VWorld, sont en train d'implémenter, qui sont déjà en train de sortir, eh bien, la possibilité pour les entreprises derrière blockchain, hein, surtout évidemment, qui utiliseraient ce wallet et cette blockchain de VeChain, eh bien de rendre tous les frais de transaction gratuits pour les utilisateurs. Donc c'est énorme parce que ça veut dire que derrière, eh bien dans les utilisateurs, vous avez forcément des entreprises, vous avez des particuliers également, bien évidemment, et donc tout ce petit monde-là aura aucun frais de transaction sur la blockchain VeChain. Et j'ai pu effectivement m'en rendre compte, parce que c'est déjà le cas sur, par exemple, Vetsy, je m'en suis rendu compte, je crois que World of V, alors après j'ai pas fait de transaction sur World of V, mais en tout cas, sur Vetsy, c'est-à-dire le marketplace pour échanger des NFT, c'est déjà le cas. Et vous n'avez pas à payer de frais de transaction en VTHO notamment. Donc c'est déjà énorme parce que, et là ils le disent très bien hein, là, dans leur tweet, la fondation VeChain, c'est qu'ils sont en train de supprimer toutes les barrières en fait pour ce qu'ils appellent la masse adoption, c'est-à-dire l'adoption de masse au niveau mondial. Donc là, ils sont en train vraiment de mettre du lourd, hein. Franchement, le VeChain, il continue, parce que, voilà, là j'ai un article de Medium qui vient officialiser tout ça, qui date du 4 avril, et qui a été écrit par la fondation VeChain. Donc les frais de délégation, donc les frais de transaction, en fait, ajoutés au wallet VWorld. En fait, ce qu'ils appellent frais de délégation, c'est justement le fait qu'ils éliminent pour les utilisateurs les frais de transaction, voilà, et donc ils préparent, ça, ils le disent souvent dans leur marketing un petit peu, c'est onboarding pour les next milliards de personnes qui utiliseront la blockchain VeChain. Bon, ben, je leur souhaite, hein, pour leur souhaite toute réussite à ce projet, parce qu'on voit qu'ils vraiment ils continuent à être intéressants sur les projets. Voilà, autre point aussi intéressant, on voit que là on a des médias qui commencent à parler du VeChain, parce que là j'ai un tweet qui a été retweeté par la fondation VeChain de Laurie Justice, qui a repéré notamment Bloomberg, et que Bloomberg, et j'ai l'article en plus sous les yeux, je l'ai trouvé là, eh bien, effectivement, sur Bloomberg.com, on a un article qui parle du VeChain et surtout du white paper. Vous savez, je vous ai présenté dans les précédentes actus du white paper du VeChain qui a été développé à la fois par la fondation VeChain, mais aussi en partenariat avec Boston Consulting Group. Donc, c'est vraiment du lourd parce que là, on voit bien que ça commence à susciter énormément l'intérêt de la blockchain VeChain, la fondation VeChain, l'intérêt des institutions, même des médias internationaux.
je continue dans cette voie-là, et là on a également donc Sébastien Roch, donc c'est vrai que je reprends souvent ses tweets parce qu'il a des informations intéressantes, donc on commence à le connaître, Sébastien Roch de l'Allemagne. Eh bien, il a présenté également un nouveau partenariat entre VeChain et Magma. Magma, c'est une start-up qui est dans l'immobilier. Et donc là, à travers son thread, comme on dit ça ses ensembles de tweets sur Twitter, eh bien, Sébastien Roch, il explique que effectivement, le marché de l'immobilier, c'est le plus large contributeur d'émissions de CO2 dans le monde, mais le partenariat entre VeChain et Magma apporte une solution. Leur partenariat apporte des bénéfices donc éco-friendly, donc écologiques en quelque part, à l'industrie à travers la technologie blockchain. Voilà. Donc, ça commence même à avoir, on commence à avoir même ça qui est fou, c'est que on a le VeChain qui enfin, forcément, on l'a vu à travers mes informations, mes vidéos. On découvre que le VeChain donc, est très puissant sur les industries, sur la logistique, notamment sur les entreprises, mais également sur les solutions numériques, sur la digitalisation notamment. Dans le luxe, il est également présent énormément dans l'écologie, puisqu'on voit bien qu'il met l'accent sur tout ce qui est les empreintes carbone, mais en plus, aujourd'hui, il est en train de s'accaparer, quelque part, le marché de l'immobilier, en termes d'écologie, mais surtout en termes de blockchain, parce qu'aujourd'hui, dans la blockchain, vous n'avez pas énormément de possibilités de liens avec l'immobilier, du moins à ce que je sache, à part des projets, notamment, avec des possibilités d'investir dans des maisons via les tokens. Là d'ailleurs je remercie Cbix Crypto, si tu vois la vidéo, je te remercie pour cette information, puisque effectivement l'immobilier, eh bien c'est grâce à toi que j'ai su qu'il y avait des tokens, enfin une possibilité de tokenisation des maisons en temps réel et la possibilité d'investir à travers des tokens dans des maisons. Voilà, à travers des projets très spécifiques. Mais pour en revenir au VeChain, eh bien effectivement, on voit qu'il y a même l'immobilier qui est concerné par le VeChain. Donc on voit que VeChain, à travers leur white paper, on a vu ils avaient l'objectif de construire une biosphère et quelque part d'améliorer la Terre entière sur tous les niveaux et tous les aspects de l'humanité. Eh bien, en fait, on est en train de se rendre compte qu'ils n'ont pas tort, puisqu'ils touchent à tous les secteurs, même l'immobilier, qui pourtant paraît très éloigné des réalités de la blockchain, la technologie blockchain. Et pourtant, ils y arrivent. Bon, voilà, donc je continue, et pas fini. Et maintenant, très intéressant, on a eu enfin là, ils ont posté, donc la fondation VeChain, les rapports financiers du quatrième trimestre de 2022. Donc là, je l'ai sous les yeux. Je vais vous montrer un petit peu le tableau également. Voilà, là, on avait le balance sheet. Donc regardez, donc au 31 décembre 2022, la fondation VeChain en total détenait 275 millions de dollars contre 397 millions au 30 septembre 2022. C'est-à-dire que d'un trimestre à l'autre, ils ont perdu 30% quand même au niveau de leur trésorerie. Donc ça fait mal, c'est clair, surtout que au moment du pic du Bitcoin, vous aviez une trésorerie de quasiment 1 milliard. Donc on voit bien que là, le bear market fait très mal aux entreprises crypto, hein, c'est clair, puisque en fonction de la chute de la valeur des crypto-monnaies, eh bien forcément, comme les entreprises crypto comme la fondation VeChain, elle a beaucoup de BTC, de TH, de VET, mais également des stablecoins, eh bien on voit que forcément leur trésorerie en prend un coup. Donc du coup, attention, est-ce que c'est alarmant? Eh bien, on va voir, parce que maintenant, je vais voir leurs dépenses. Et donc, leurs dépenses, on voit que pour leur dernier trimestre de 2022, eh bien, c'était à 17,5 millions de dollars. Donc, quand on fait la soustraction, c'est-à-dire qu'ils ont 275 millions, alors qu'ils sont plus bas, ils sont au bout du bout, au niveau du bear market, avec un Bitcoin que je rappelle à l'époque, était à 17 000 dollars à peu près. Et malgré ça, ils dépensent à peine 17,5 millions. Donc ils sont plus que larges en vrai. Et surtout, il faut savoir qu'entre-temps, parce que là on est en avril donc 2023, on devrait peut-être avoir des retours, là, je pense dans les prochaines semaines, du premier trimestre, au niveau des résultats financiers de la Fondation VeChain, du premier trimestre 2023. Donc là, ce serait intéressant de voir, et je pense que ça va monter, après je ne parie pas, hein, mais je pense que ça va monter parce que le Bitcoin a pris 10 000 dollars entre-temps. Donc logiquement, leur trésorerie devrait monter également entre-temps.
Ensuite, donc voilà, donc à ce niveau-là, au niveau financier, ça se confirme, les trésoreries, enfin la finance de la Fondation Vétienne se porte plutôt bien, c'est sûr. Enfin, je vous invite à voir si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le VTN, où j'explique tout justement qu'est-ce que c'est ce projet. N'hésitez pas à y aller si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas vraiment le VTN. Je continue ensuite sur l'application VV, donc comme d'habitude. Donc regardez là l'application VV, donc on a le train-train quotidien. Je suis sur le tweet officiel de VV Digital Collectibles. Donc on a la routine, c'est-à-dire qu'ils sortent là récemment, ils veulent sortir, je crois, c'est aussi au 6 avril, donc c'est-à-dire aujourd'hui, ils ont sorti bien un nouveau Marvel Comics de Vision cette fois. Ils continuent de sortir des posters Marvel. Également, ils parlent des. Là, c'est très intéressant, des posters Disneyland, mais au niveau des attractions. Vous voyez? Et là, moi, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'à terme, peut-être, je dis bien peut-être, hein, eh bien, les gens, si l'application VV se développe à travers le monde, que les gens qui possèdent ce genre de posters en NFT, peut-être qu'un jour, vu que l'application VV a un partenariat avec Disneyland, peut-être que ces gens-là auront des places gratuites dans les attractions spécifiques liées à leurs posters dans dans le vrai Disneyland, dans la vraie attraction Disneyland. Pourquoi pas? Mais on peut tout imaginer en tout cas, parce qu'on voit que de plus en plus la frontière entre le réel et le virtuel avec les NFT est de plus en plus floue à ce niveau-là. Bon. Et donc ensuite, oui, ils ont sorti également Tarzan, donc un nouveau. Donc là, ils veulent le sortir le 7 avril, donc demain. Et on a même Tarzan désormais qui va apparaître en tant que figurine animée sur l'application VV. Donc on voit qu'ils continuent vraiment à développer leur licence et que c'est vraiment la force de ce projet, c'est ces licences. Maintenant, je vais passer à la gestion de projet. Donc là, c'était vraiment la routine avec les drops, donc continuels. Mais là, je vais passer vraiment à la gestion de projet. Et là, vous voyez, j'ai un tweet donc, de VV Digital Collectible, de Ecomi en fait, entreprise. Et ils communiquent vraiment sur leurs avancements, leur gestion de projet, etc. Ça, c'est très intéressant parce que c'est le plus important, je répète, dans un projet. Et c'est pour ça que je vous parle jamais de prix, etc. C'est parce que pour moi, c'est plus important de parler de la technologie sur le long terme, sur ce que ça va apporter, puisque on sait que là, c'est un peu comme, enfin, je vous répète un petit peu, mais c'est un peu comme la technologie d'Internet dans les années 2000. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait sur le court terme. Notamment, on le voit au niveau des Google, Amazon, etc. Ils n'ont pas fait leur fortune en quelques mois, ni en même en quelques années. Ça s'est fait sur 10 ans, 20 ans. Voilà. Donc là, je pense que c'est le même délire pour ce genre de projet. C'est pour ça que par exemple, je ne vous parlerai jamais de Memcoin, comme même le Dogecoin, qui pourtant est très connu. Eh bien, je n'en parlerai jamais, je ne prendrai jamais ce genre de projet, parce que derrière, il n'y a pas de fondamentaux vraiment solides, si ce n'est la hype de la communauté, mais le jour où la hype s'essouffle, eh bien, ces projets, ils s'effondrent en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur des projets comme ça qui ont des fondamentaux quand même à peu près solides, même si bien sûr on n'est pas à l'abri d'un effondrement forcément. Parce que je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement et que toutes vos recherches, tous vos investissements doivent être basés sur vos propres recherches à vous les amis. Ça, il fallait que je le dise également. Bon, donc pour revenir sur mars 2023, sur la mise à jour faite par l'application VV, eh bien ils ont parlé, alors je ne veux pas tout dire, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très importantes, qui ne concernent pas trop la gestion de projet, mais en tout cas le VVerse. Ils ont reparlé du VVerse, et ça c'est très intéressant, parce que là ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il y avait un groupe bêta, donc ça y est, initial, qui a été identifié, et donc ce groupe va recevoir un email à la mi-avril pour justement tester le VVerse en amont. Donc ça c'est super intéressant, donc ça veut dire qu'ils sont plus proches de la fin du développement du VVverse, que du début. Et je rappelle que le VVverse c'est le métaverse sur lequel eh bien, veut se baser, enfin veut développer l'application VV, enfin l'entreprise Ecomi surtout derrière, pour justement pouvoir faire utiliser tous les NFT basés sur l'application VV à travers des jeux, à travers un monde virtuel, etc. Donc en fait, on se retrouverait un peu dans le cadre de Wagy Player One, clairement avec ce genre de métaverse basé sur la réalité augmentée, encore une fois, je l'insiste. Et donc, le but de ce groupe bêta, ce sera justement d'identifier les bugs, d'améliorer les process, etc. Rien de neuf sous le soleil, quoi.
Bon, ensuite, ils ont parlé du Master Collector Programme, qu'ils ont commencé à sortir, hein, et donc ils ont également qui est en phase bêta, et donc là, il y a 20 000 personnes qui l'utilisent actuellement, qui ont accès au Master Collector Programme, et comptent dans les mois à venir le gonfler ce chiffre de façon à mettre de plus en plus de personnes en test, de clients en test. Ensuite, ils parlent également, ils veulent fusionner, qu'ils appellent donc le Master Collector Programme, et également le OMI Utility Programme, c'est-à-dire l'utilité liée à leur token OMI. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'ils vont créer en fait un programme qu'ils appellent Loyalty Programme, un programme de loyauté quelque part, pour les personnes les plus actives, et non forcément celles qui ont le plus de NFT. Parce que ceux qui ont le plus de NFT, c'est les plus riches en général, qui ont les moyens de payer le plus de NFT. Donc voilà, on retrouve un système un peu, bien, plus vous avez d'argent, plus vous êtes récompensé, quoi. C'est dommage. Et là, ils veulent changer ça, ils veulent justement mettre quelque part plutôt un système d'activité, peut-être, si j'ai compris, de loyauté. Bon, voilà. Très important, tous les systèmes de payout sont en pause depuis le 29 mars 2023, ils le rappellent, parce qu'ils ont des problèmes avec leur fournisseur de paiement, Wire. Vous savez que Wire a eu des difficultés, donc ils sont en train d'explorer d'autres alternatives depuis Ecomi pour justement autoriser les gens eh bien, à convertir leurs gemmes, enfin, une fois qu'ils ont vendu leur NFT, et faire sortir ces gemmes en monnaie fiat, en monnaie sonnante et trébuchante, si je puis dire. Voilà. Donc il n'y a pas de deadline, parce que là ils sont en train d'explorer des nouvelles alternatives, mais il n'y a pas de date encore limite, donc ça va prendre peut-être des semaines, des mois, on ne sait pas. On sait pas, c'est dommage à ce niveau-là, il n'y a pas de visibilité. Ensuite, il paraît là très important, et il explique quelque part à demi-mot, j'ai l'impression, pourquoi ils ont autant de retard. Et donc, si bien compris, il parle du développement Delivery Cycle. Ça, c'est hyper important dans la gestion de projet, parce que c'est vrai que le problème de l'entreprise Ecomi à travers le développement de l'application VV, c'est que en fait, ils ont progressé par étapes. D'ailleurs, ils ont dit, le développement à travers les multiples projets arrivera, eh bien, concurrently, c'est-à-dire en concurrence les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que plutôt que de travailler sur une chose à travers une chose par rapport à l'autre. Donc en fait, le problème, c'est qu'avant, ça explique vraiment leur retard, et c'est vraiment l'impression que j'avais aussi, c'est que ils avançaient de 10% sur un projet, puis ils passaient à un autre projet, c'est-à-dire le Master Collector Programme, ils avançaient de 5%, puis ils revenaient en présentant le projet, ils refaisaient remonter de 5%, et résultat, en fait, il n'y a rien qui a avancé. C'est-à-dire que nous, on avait l'impression, les clients, les investisseurs, que rien ne bougeait, et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec 1 an et demi de retard sur certains points, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à avancer tous leurs jalons en même temps. Et donc c'est vrai que depuis qu'ils ont embauché des nouvelles équipes de développeurs, j'ai l'impression qu'ils arrivent à mettre en place justement tous leurs jalons et de faire avancer tout leur système en même temps. Ça c'est très très important pour justement la continuité d'un projet, etc. Donc ça je trouvais que c'était vraiment le point le plus positif à noter, qui paye pas de mine, hein, comme ça, mais c'est peut-être le point le plus important, le plus positif dans ce qui est écrit là-dessus. Et l'autre point le plus également encourageant, c'est l'interopérabilité. Et donc là, ils sont en train, ils disent, nous sommes en train de continuer de développer, enfin de mener en place le développement avec IMX, donc un partenaire, des travaux jusqu'à les solutions d'interopérabilité pour amener donc tous les actionnaires au niveau de nos objectifs de long terme. Donc là, vous voyez, ils parlent même des actionnaires, donc c'est quand même assez intéressant, c'est qu'ils ont vraiment la visibilité également de faire booster leur token OMI, parce que les actionnaires, c'est pas seulement des actionnaires de l'entreprise qui ont des parts de Ecomi, ils parlent également, j'imagine, des détenteurs de tokens OMI. Quand vous avez les tokens OMI, vous êtes quelque part, vous avez un petit peu un bout du projet, quoi, sans avoir un bout de l'entreprise, hein, mais un bout du projet. Bon, voilà. Donc ça, c'était condensé quand même beaucoup d'informations pour mars 2023. Et après, ils parlent également des objectifs du deuxième trimestre de 2023, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre en place une cross-plateforme avec UX, donc mettre en place quelque part accélérer l'interopérabilité. Leur objectif également, c'est d'introduire les NFT et avec l'utilité du token OMI. C'est vrai que là, on n'a pas trop parlé et c'est dommage. Et d'ailleurs, ça explique peut-être un peu la descente aux enfers du prix du token OMI ces derniers mois. Comme il n'y a aucune utilité du token OMI, eh bien les gens s'intéressent plus vraiment à ça. Et là, ils veulent peut-être rebooster cet intérêt-là, parce qu'ils veulent amener justement l'utilité au token OMI. Voilà.
qui serait en lien d'ailleurs avec la fusion entre le OMI Uchichi Programme et le Master Collector Programme. Bon. Et derrière, dans la même veine, ils veulent incorporer des moyens de dépenser les points du Master Collector Programme. Parce que vous savez, dans le Master Collector Programme, plus vous êtes actif sur l'application VV, plus vous avez de NFT, plus vous avez de points. Et donc les gens qui auront des points, eh bien, ils pourront se servir de ces points pour avoir des avantages. C'est ce qu'ils veulent mettre en place pour le deuxième trimestre 2023. Voilà les amis pour l'application VV. Donc avant ça, moi je vous invite à voir ma vidéo sur l'application VV, sur le token OMI, l'entreprise Ecomi. J'explique à peu près tout, je pense. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais en tout cas j'ai fait un gros résumé. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Ensuite, je passe maintenant, et là je remercie encore une fois donc Terrien en détresse, je passe justement à UOS, donc à Ultra, comme vous pouvez voir là, qui est tout simplement en fait peut-être le futur concurrent de Steam. Donc je ne sais pas si vous connaissez Steam, mais Steam c'est tout simplement le leader dans tout ce qui est la proposition, le catalogue marketplace de jeux vidéo dématérialisés sur PC notamment. Et donc Ultra, eh bien, veut tout simplement faire la même chose. Donc là, j'ai téléchargé l'application Ultra carrément pour vous montrer exprès. Vous voyez, on fait pas les choses à moitié. Donc là, je suis sur l'application Ultra. Donc vous voyez, donc il y a une crypto-monnaie qui s'appelle le UOS, comme vous pouvez le voir là. Et en fait, et là ici, vous pouvez voir, vous avez également donc le Theta TV. Il y a même une plateforme de stream un peu comme Twitch, si vous voulez, donc c'est tout condensé, c'est quand même assez... J'étais bluffé, hein. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment à ses débuts. Vous voyez, il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles encore, comme le Ultra Arena, je ne sais pas ce que c'est. Là, il y a le Unique Marketplace, vous pouvez acheter des NFT, vous voyez, donc là, vous avez... Là, je suis sur Theta, hein, je suis sur le truc de stream, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est les Ultra Games, vous voyez, alors, mais c'est pas encore d'accès. Mais c'est juste que pour vous dire que ça va être lancé, puisque il parle du 25 avril, et vous aurez les premiers Ultra Games, c'est-à-dire les premiers jeux qui sont disponibles sur Ultra. Donc là, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'avec VV et le Ecomi, etc., on a le futur peut-être leader, après on ne sait pas vraiment, mais dans tout ce qui est les licences, effectivement la réalité augmentée des NFT 3D qui vont peut-être pouvoir être utilisés dans des jeux, etc., dans leur Vverse, mais c'est vrai qu'on n'avait pas le côté gaming. Et là, ce projet-là, dans le Web3, c'est peut-être un des leaders, peut-être même le seul qui est en train de faire ça, de pouvoir donner accès à la blockchain à des jeux vidéo très connus, les types AAA, au point de pouvoir concurrencer des plateformes comme Steam. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas. Et là, on y assiste. Donc vraiment, je trouve que c'est assez bluffé quand même pour le coup. Et là, je pense qu'on a, au niveau du tout ce qui est gaming et tout, on est en train de faire vraiment le tour peut-être des projets solides qui existent au moment actuel. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous transmettre l'information que m'a transmis Thierry en détresse, parce que c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, et d'ailleurs, donc j'ai un article de Medium du 5 avril, donc voilà, les jeux donc PC Ultra vont arriver donc au public le 25 avril. Donc entre-temps, ben là on est au 6 avril, donc je vous ferai d'autres vidéos entre-temps, j'en serai peut-être plus, et puis on verra effectivement le 25 avril qu'est-ce que ça donne. Mais après, ce que je trouve intéressant dans l'article, c'est qu'il présentait des jeux quand même connus, hein, Lord of the Fallen, et ça c'est après c'est des petits bouts de jeux, des jeux de voiture, WRC7, Card of Eternity, etc. Voilà, donc après on verra ce que ça donne sur le fond, parce que ce qui est intéressant, c'est que également il y a de la crypto-monnaie derrière. Donc, apparemment, en jouant, eh bien, on pourra même gagner des cryptos. Voilà. Donc après, j'ai pas plus d'informations. Donc je pense que je vais faire une véritable vidéo pour présenter le projet. Même je suis curieux, donc j'ai envie vraiment de travailler là-dessus. Et comme ça, je vous présenterai vraiment le projet de A à Z, voir quel est l'intérêt également de jouer au jeu sur cette plateforme-là. Voilà. Et ensuite, maintenant, je vais passer à Ripple et au XRP. Là, vous allez voir, il y a pas mal d'informations également. Donc, bon, sur la fondation de Ripple, il n'y a pas vraiment de nouvelles flagrantes. C'est juste pour que je vous montre le tweet, enfin, leur Twitter avec 2,6 millions de followers. Au cas où ça vous intéresse, vous voulez vous abonner à leur truc et tout, mais voilà. Sinon, très intéressant, là je suis sur investing.com et regardez donc le juge Torres sous pression dans l'affaire SEC. Donc effectivement, ça veut dire que là l'étau se resserre sur eh bien, le verdict qui est en attente, hein,
je vous rappelez-vous, l'affaire juridique entre la SEC et Ripple. C'est la bagarre, hein, je rappelle. Et donc la juge qui est en charge du verdict, qui doit se prononcer, elle devait apparemment se prononcer pour fin mars, c'est ce qui était dit dans les rumeurs et même dans les commentaires, mais elle ne s'est pas prononcée. Donc là, c'est un peu les gens sont un peu énervés, enfin les fans de Ripple et du XRP, et donc c'est pour ça que la juge Torres, elle est vraiment sous pression, parce que dans un cas où elle doit eh bien, elle veut favoriser, par exemple, les crypto-monnaies à travers Ripple, eh bien, elle aura le gouvernement peut-être sur le dos, et inversement, si elle privilégie trop le gouvernement, eh bien, elle risque de massacrer tout un pan technologique aux États-Unis et même ailleurs, ça donnera le ton. Donc la pression est forte pour la juge Torres, mais on y croit les amis, on y croit, on pense que ça va être positif tout ça, mais il n'y a pas encore de verdict. Mais c'est juste que là on sent que ça se rapproche. Donc préparez-vous, attachez la ceinture, ça va secouer pour le Ripple dans les mois qui viennent, ça c'est sûr. Et autre point très important également, alors je voulais vous noter également ça, j'ai un autre article de investing.com, c'est que Ripple, donc il y a une nouvelle activité, c'est les clients passent de RippleNet à ODL. En fait c'est juste qu'il y a une mise à jour, et c'est juste que le nom du réseau XRP a changé, s'appelle désormais ODL. Et c'est pour ça que dans l'ancien article, il disait également des milliards de dollars transitent par l'ODL. C'est-à-dire que là, le réseau de XRP, qui je rappelle est un concurrent du réseau SWIFT bancaire, eh bien, est en train d'intéresser de plus en plus les institutions qui utilisent de plus en plus l'ODL, donc le réseau de XRP, pour faire les transactions transfrontalières. Donc ça, c'est très fort, parce que ça veut dire qu'au fur et à mesure, on a la tension qui monte sur l'affaire de la SEC, on a à côté de ça, eh bien, le réseau de XRP qui est de plus en plus utilisé par les institutions. Donc ça, c'est fort. Notamment le Mexique, apparemment, qui utilise beaucoup, d'après l'article, je vous invite à lire en cas, eh bien, justement, utilise de plus en plus le XRP. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder plus sur le XRP, je vais passer maintenant, alors d'abord, je vous présente, enfin, si vous voulez voir la vidéo sur Ripple XRP, je vous explique comment, en fait, Ripple, à travers le XRP, son réseau, donc ODL maintenant, eh bien, fait concurrence au réseau Swift, tout simplement. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à voir la vidéo. Maintenant, je passe aux actualités crypto plus générales et regardez, boum, Binance, hein, je fais une vidéo, donc là c'est ma dernière vidéo, c'était sur Binance, bon, ça n'a pas raté pêcheur, Binance voit sa licence de produits dérivés crypto annulée en Australie cette fois, donc là on voit que les déboires pour Binance continuent, ils font de la peine pêcheur, mais en tout cas on voit vraiment qu'on est des vassaux, hein, dans l'Occident on est des vassaux des États-Unis, parce qu'on voit que l'Australie s'aligne en fait sur la politique géostratégique des États-Unis. C'est visible quand même, c'est qu'à chaque fois que les États-Unis font quelque chose, on a quasiment un effet ricochet derrière pour l'Occident, les autres pays de l'Occident, qui s'adoptent plus ou moins rapidement et avec plus ou moins d'efficacité quasiment les mêmes politiques. Et là, on le voit avec l'Australie. Je trouvais ça, c'est quand même phénoménal de voir le ricochet comme ça, direct sur Binance. Bon, je continue. Alors, on a, allez, petite information qui m'a amusé quand même. Là, je suis sur coins.fr. Donc, le président du Crédit Mutuel fustige les crypto-monnaies ce 3 avril 2023. Effectivement, donc vous avez, comment ça s'appelle, donc Nicolas Terry, le président du groupe bancaire français Crédit Mutuel, qui a déclaré: si vous aimez le blanchiment et la criminalité, vous allez adorer les crypto-monnaies. Donc, je trouvais que c'était très gonflé quand même pour un PDG d'une banque, quand on voit la crise bancaire actuelle pour laquelle ce genre de personne est responsable, hein, déjà premièrement, et surtout deuxièmement, quand on voit qu'on est à une semaine près dans ces déclarations, une semaine avant, il y a 5 banques françaises en plus, c'est-à-dire les concurrents directs du Crédit Mutuel, qui ont été impliqués dans un des plus gros scandales bancaires des 10 dernières, enfin des même 40 dernières années, avec une fraude massive de 140 milliards de dollars, peut-être. Enfin, donc, je trouve que il l'aurait dit, allez, à un an d'écart peut-être, mais là il le déclare une semaine après. Donc je trouve qu'il ferait mieux, Nicolas Terry, de s'intéresser, de balayer sa porte devant, plutôt que de déclarer ce genre de choses, quand on voit que le système bancaire est quand même pas mieux protégé, pas mieux loti, et encore, les amis, on sait pas tout. Mais si on savait tout, je pense que on se réfugierait tous peut-être dans le crypto, hein.
Bon, voilà, donc, si je vous montre ça, c'est aussi parce que je vous prépare à la suite de mes informations crypto. Et là, voilà, j'ai un article de cryptost.fr, et donc là, la capitalisation boursière des stablecoins adossés à l'or vient de dépasser le milliard de dollars. Donc déjà, première chose, c'est qu'on a vu quand il y a eu la crise bancaire, même quand il y a une crise économique dans des pays, n'importe lequel, comme le Liban, le Venezuela, etc., que font les citoyens? Eh bien, ils se réfugient dans l'or, l'argent, et dans le Bitcoin, l'Ethereum, les crypto-monnaies. Donc là, enfin, je trouve que c'est un contraste énorme avec les propos notamment de Nicolas Stéry auparavant, que je vous ai montré. Et en plus, on a la preuve que là, au fur et à mesure de la crise bancaire, au fur et à mesure de la déstabilisation géopolitique qu'on est en train de constater avec la Chine, les États-Unis, etc., et la Russie surtout, eh bien, par exemple, qu'a fait la Russie? Eh bien, la Russie, elle est en train de réfléchir à mettre en place justement une crypto-monnaie adossée à l'or en Russie. Et donc là, on voit que tout ce qui est lié à l'or et aux crypto-monnaies est en train de monter quelque part en termes d'utilisation. Voilà. Et là, c'est flagrant, on voit le résultat, que donc les stablecoins, notamment adossés à l'or, qui sont déjà existants, c'est PAXG et XAUT. Alors comme ça, c'est vrai que ça donne pas envie, hein. Rien que le nom, pêcheur, mais n'empêche que on voit que désormais, on a de plus en plus de combos comme ça, où on est en train d'associer là l'or, la valeur de l'or, et avec celle de la valeur des crypto-monnaies. Donc, je trouve ça intéressant quand même, dans le contexte dans lequel on est, avec la crise bancaire. Voilà. Et ça donne de l'espoir également. Et ça donne de l'espoir pourquoi? Parce que là, j'ai un article de cointribune.com, eux, ils y sont allés carrément encore plus loin. Eux, ils parlent carrément du Bitcoin pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Et donc, il déclare en début d'article: la fronde globale contre le dollar ravive le spectre d'une guerre mondiale. Pour l'éviter, le Bitcoin va devenir la prochaine monnaie de réserve internationale. Et c'est vrai que, enfin, franchement, je trouve qu'ils n'ont pas tort, hein, parce que c'est vrai qu'avec les tensions que l'on voit, comme par hasard, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plus vraiment d'une guerre euh, militaire, par exemple, entre l'Occident et la Chine notamment. Alors après, vous avez l'Occident contre la Russie, mais c'est surtout l'Ukraine contre la Russie. C'est-à-dire que on n'est pas en guerre officiellement, les pays occidentaux contre la Russie. Par contre, nous sommes en guerre économique. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, Manuel Macron l'a très bien dit à un moment, début 2022, il a dit la France est en économie de guerre. Donc en économie de guerre, ça veut dire que vous n'avez pas d'hommes sur le terrain en militaire, par contre vous avez tous les moyens économiques qui sont bons, notamment les sanctions, pour affaiblir l'adversaire. Donc nous sommes en guerre économique, mais surtout maintenant, nous sommes en guerre monétaire, puisque vous avez maintenant une guerre entre le dollar et le yuan, même pas le rouble, c'est-à-dire le yuan. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment une fracture comme ça, et donc, c'est vrai que la Troisième Guerre mondiale, en fait, aujourd'hui, elle est sur fond de tension liée à la guerre monétaire. C'est pour ça que je trouve que c'est très juste ce que déclare donc cointribune.com, c'est qu'ils veulent éviter, enfin, le Bitcoin, qui est neutre par nature, qui est décentralisé, et on en revient toujours à la décentralisation, eh bien, permettrait effectivement peut-être, allez, dans un cadre idyllique, dans le meilleur des mondes, hein, forcément, hein, voilà. Mais en tout cas, si tout le monde voulait jouer un peu du sien sans privilégier ses intérêts, ce qui, malheureusement, au niveau de l'humanité est compliqué, hein, mais ce serait effectivement une possibilité, c'est pour ça que ça donne de l'espoir. C'est-à-dire que le Bitcoin existe, et effectivement, par sa nature même, pourrait permettre, eh bien, une île neutre dans ce milieu de monde de fous, peut-être, pour rassembler, eh bien, effectivement, détendre un peu l'atmosphère au niveau des tensions monétaires. Et on le voit bien notamment avec le Salvador. Le Salvador, c'est un peu le... Auparavant, ils étaient connus pour leurs crimes. Et aujourd'hui, ils sont plus connus pour leur Bitcoin et pour leur économie qui est en train de bondir très fortement grâce aux crypto-monnaies notamment. Donc là, on voit vraiment les contrastes et peut-être que dans l'avenir, le Salvador sera un coin de neutralité par rapport au niveau de la géopolitique mondiale. Pourquoi pas? Et enfin, donc là je suis sur lefigaro.fr, donc article du 3 avril 2023, Renaud Girard, la dédollarisation du monde. Donc il parle en chronique: depuis les accords de Bretton Woods, les États-Unis dominent les échanges grâce à leur devise. Cependant, leur contrôle par weaponisation, c'est-à-dire l'armement quelque part du dollar, commence à s'essouffler depuis le conflit russo-ukrainien. Donc on voit bien qu'on est quand même à l'aube d'un changement
Et beaucoup de gens le déclarent quand même à travers, vous voyez, leurs propos quand même. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant les amis parce qu'on voit quand même qu'il y a un espoir avec les crypto-monnaies. Et malgré ce qu'on veut nous faire croire, on veut nous dire, c'est que les crypto-monnaies offrent peut-être plus d'avantages que d'inconvénients. Par contre, ils offrent, enfin, pour les citoyens, par contre, ils offrent plus d'inconvénients que d'avantages pour les banques, les centralisateurs, les pouvoirs des gouvernements, etc. Forcément. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir de plus en plus d'attaques de la part des gouvernements, des banques centrales contre les crypto-monnaies, au moment où ils veulent sortir leur monnaie numérique. Voilà, donc sur ce, eh bien écoutez, j'en ai fini pour mon actualité crypto d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez surtout appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre des commentaires également pour me dire ce que vous en pensez. Et puis moi, écoutez, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. La bise, ciao.